Merci beaucoup Bruno et merci en particulier pour avoir introduit avec la question de la réforme grégorienne, ce que tu as joliment appelé le point de vue dans le point de vue, un aspect extrêmement important, non seulement de la manière dont les recherches autour de la jeunesse de l'État moderne se sont développées depuis une quinzaine d'années, mais la manière dont je pense que toute l'histoire du Moyen-Âge a été transformée par une relecture de ce moment grégorien qui est une sorte de dialectique dans la dialectique que tu as fait jouer à l'intérieur de cette œuvre historiographique. Et là aussi, j'espère qu'on pourra y revenir tout à l'heure, et je suis sûr que ce sera intéressant d'entendre Jean-Philippe confronter sa propre lecture et sa propre vision à la façon dont on peut le lire. Et là, on va avancer dans notre parcours avec une troisième lecture qui, elle, décale à nouveau le propos et méthodologiquement et disciplinairement, puisque Michel Napel, c'est anthropologue, et que, Michel, je te cède tout de suite la parole. Merci. J'aimerais dire moi aussi mon admiration pour le caractère extraordinairement impressionnant de l'entreprise que j'ai découverte à l'occasion de ce séminaire. Et j'ajoute tout de suite que si je l'ai découverte à l'occasion de ce séminaire, c'est que contrairement à Bruno Carsanti, la modernité n'est pas pour moi le lieu d'un travail ou d'un questionnement, mais plutôt d'un embarras. Alors cette invitation m'a obligé en fait à essayer de comprendre la nature de mon embarras, et c'est ce que je vais essayer de faire dans la confrontation, dans la lecture des textes de Jean-Philippe Genet que j'ai lus pour cette occasion. Sur le concept de modernité, Jean-Philippe Genet nous invite à respecter une double précaution empiriste que Patrick Boucheron a rappelé. D'une part, j'allais dire bien sûr, la modernité ne doit pas y être entendue en termes de périodisation chronologique. Elle ne s'identifie pas notamment à la modernité des modernistes. Et d'autre part, elle n'est pas le nom d'un jugement de valeur. Elle est moralement neutre, la modernité. L'État moderne ne s'identifiant pas aux figures, à aucune figure du bien politique, que ce soit l'État de droit, le régime parlementaire, etc. Elle ne devrait donc pas être pensée comme un progrès, et à tout le moins, sa dimension téléologique devrait être mise en suspens. Elle l'est et elle ne l'est pas, à la fois. L'introduction de Patrick Boucheron y a insisté. Mais en tout cas, dans le texte des actes de la recherche, la modernité est d'abord une caractérisation empirique, typologique, strictement typique, ce qui ressort bien de sa définition que je rappelle, même si j'imagine que presque tout le monde la connaît. Un État moderne, c'est un État dont la base matérielle repose sur une fiscalité publique acceptée par la société politique, et ce, dans une dimension territoriale supérieure à celle de la cité, et dont tous les sujets sont concernés. Bon. Dans le commentaire sont ajoutées les dimensions plus habituelles, disons, de la monopolisation par l'État de la justice et de la force militaire, la distinction publique-privée, mais le cœur, c'est vraiment la fiscalité non arbitraire et acceptée à travers des médiations politiques par la société politique dans son ensemble. C'est la combinaison de ces facteurs qui est distinctive de l'État moderne. Si on accepte cette proposition strictement typologique, en un sens à rebours de toute la discussion qui a eu lieu jusqu'à maintenant, on est nécessairement surpris de l'usage d'un terme aussi chargé de sens téléologique et philosophique pour un projet aussi empirique. Patrick a rappelé tout à l'heure la mention et l'importance de la mention du fait que l'État moderne est l'ancêtre direct de notre État et de notre société politique, est devenu modèle international ou mondial par les mouvements de la colonisation et de la décolonisation. Alors c'est à partir de là, d'une manière qui est à la fois très naïve et certainement un peu violente, que j'exposerai mon embarras vis-à-vis de la modernité.
j'ai pour ma part été rendu perplexe quant à la modernité lors de mes séjours dans des espaces coloniaux ou postcoloniaux, lors de mes premiers séjours en Nouvelle-Calédonie, en raison de la prééminence constante du discours du grand partage, opposant histoire et anthropologie, opposant société étatique et société sans État, opposant la coutume kanak à la rationalité coloniale. Discours qui se déploie évidemment à la fois chez les missionnaires les plus libéraux, comme Maurice Lénart, pasteur, protestant, ethnologue, nouant de manière très subtile individualisation, christianisation et colonisation, mais aussi, 80 ans plus tard, chez une grande partie de mes collègues en sciences sociales, thématisant sans cesse l'opposition entre tradition et modernité, comme si ces termes allaient absolument de soi, et ils vont de soi dans les études du développement. Bon. Je ne suis pas moins perplexe en constatant aujourd'hui, dans mon deuxième lieu d'enquête, la République démocratique du Congo, qu'il existe, j'espère que vous savourerez cette expression genetienne, un ministère du plan et de la révolution de la modernité. Les hommes politiques congolais ont parfaitement saisi ce que voulaient entendre les bailleurs de fonds occidentaux, et je pense qu'on peut se regarder un petit peu en ce miroir. Voilà, c'est naïf et violent, j'avais prévenu, mais je vais continuer peut-être d'une manière plus étroitement liée au texte de Jean-Philippe Genet. À partir de là, j'ai une première interrogation qui a été évoquée à plusieurs reprises dans plusieurs présentations, mais sur le caractère européen de la modernité politique. Et je vais le prendre d'une manière très différente de Bruno Carsanti par un symptôme. L'article des Actes de la Recherche intitulé « La genèse de l'État moderne » commence par la phrase « Deux programmes de recherche ont été consacrés à la genèse de l'État moderne européen ». Un adjectif s'est ajouté, et c'est évidemment tout l'enjeu, l'exception européenne, la singularité, la contingence européenne. J'ai d'abord une question empirique, c'est-à-dire dans l'immense panorama des États précoloniaux, j'y insiste, précoloniaux, africains, américains, océaniens, asiatiques, est-ce qu'aucun ne rentre dans la typologie proposée par Jean-Philippe Genet? Est-ce que la caractérisation empirique que j'ai rappelée ne caractérise effectivement que l'État européen d'Europe occidentale, à partir du, je sais pas, 12e. Peut-être que oui, mais en tout cas, il faudrait y aller voir. Alors j'y insiste un petit peu. La description de la genèse de l'État par la réflexion sur la taxation par la guerre et pour la guerre a été développée dans de très nombreux contextes. Mon directeur de thèse, Jean Bazin, a écrit un article sur la naissance de l'État de Ségou, qui est centré sur la question de la taxation par la guerre et pour la guerre. Mais il y a bien d'autres exemples dans bien d'autres contextes régionaux. Donc tout tient à l'écart entre taxation étatique et fiscalité publique consentie. C'est évidemment sur la question du consentement que je vais centrer ma discussion. C'est ça ce qui ferait la différence entre le royaume de France ou celui d'Angleterre et le royaume de Ségou. Du coup, c'est autour de cette notion que peut s'articuler la tension entre une phrase telle que, qui a été mentionnée par Bruno Carsanti, « L'État moderne a favorisé et soutenu l'exploitation féroce des masses paysannes d'abord, ouvrières ensuite ». Cette phrase coexiste avec la légitimité est au cœur même de l'État moderne. Bon. Donc la question du consentement est centrale. Alors avant d'y venir, je vais mobiliser un tout petit peu le très célèbre cours de Michel Foucault « Il faut défendre la société ». Il opposait dans la séance, qui est ma favorite, du 21 janvier 1976, deux discours, c'est bien connu, je le rappelle tout de même assez rapidement. Il opposait aux constructions, aux représentations philosophico-juridiques, organicistes ou pyramidales ou autres de la société, un autre discours qu'il qualifie de discours historico-politique, le discours de la guerre perpétuelle qui se déploie entièrement dans la dimension historique, proposant de la réalité sociale une explication par le bas, par le confus, par l'obscur, par la guerre. La guerre n'est jamais conjurée, nous dit ce discours, la loi n'est pas pacification,
La guerre continue à faire rage à l'intérieur de tous les mécanismes de pouvoir, même les plus réguliers, et évidemment l'État en tête. Une sorte de combat ininterrompu trahit la paix, l'ordre civil est un ordre de bataille. Bon, on connaît ça, c'est le discours de Boulainvilliers, le discours d'une partie de la noblesse moderne, nous dit Foucault, mais il nous dit aussi que c'est le discours même des sciences sociales. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'appliquer ce discours-là à la considération de l'État moderne ? Je m'interroge. L'État moderne, au sens du projet, est-il une construction philosophico-juridique ? C'est-à-dire comment empiriquement, c'est une question méthodologique et peut-être que vous avez apporté déjà collectivement les réponses à cette question, mais voilà, moi j'ai lu qu'une toute petite partie du projet. Comment empiriquement savoir que l'acceptation de la taxation est bien réelle ? De quelle façon atteste-t-on que les médiations de la société politique fonctionnent ? Comment mesure-t-on, dans l'État moderne, le consentement à l'impôt ? Quand on dit qu'aujourd'hui, l'État actuel est l'héritier direct de l'État moderne médiéval, qu'en est-il du consentement à l'impôt aujourd'hui, dans les héritiers de cet État moderne, dans les héritiers modernes de cet État moderne ? Alors, je proposerais bien de manière heuristique de faire une lecture de l'État moderne à partir de ce qui peut en paraître l'inverse, c'est-à-dire l'État prédateur de la post-colonie. Pour reprendre le modèle d'Achille Mbembe, l'État du gouvernement privé indirect, de la privatisation constante des bénéfices qu'une position de contrôle dans l'État permet. Je signale que la lecture des journaux, quand ils parlent d'une société panaméenne, permet de voir que la sœur du président de la République démocratique du Congo, État failli s'il en est, cohabite, enfin utilise les mêmes mécanismes d'extraction que le Premier ministre islandais, qui incarne plutôt notre modèle de la modernité politique. Qu'une partie des professionnels de la politique en France sont financés par des formes postcoloniales de captation étatique prédatrice dans toutes sortes de contextes. J'ai des noms à vous proposer, mais vous les connaissez tous, donc ce n'est pas la peine d'y insister. Bref, la distinction publique-privée et l'absence d'arbitraire et l'acceptation à l'impôt censée caractériser l'État moderne est-elle vraiment autre chose qu'une idéologie juridico-philosophique ? Bref, le passage de ce que j'ai appelé la prédation, alors c'est peut-être pas le terme qui convient, à la fiscalité acceptée, le lien entre l'État failli et l'État moderne, est-il si clair empiriquement parlant ? Quels en sont les critères empiriques, les critères d'enquête ? Et pour dire les choses très simplement, quels sont aujourd'hui les États modernes correspondant à la définition que vous avez proposée ? Alors je poursuis dans le consentement. Il y a eu en Europe occidentale une construction lettrée religieuse de l'État et, à partir de cette construction, diffusion, communication et, par le fait, légitimation générale du modèle. Le modèle proposé de construction de la société politique est celui d'une diffusion du haut vers le bas, essentiellement à travers ce que vous avez appelé une mutation culturelle se déployant en 8 révolutions, ou dans votre présentation, une révolution culturelle, dont je ne conteste pas évidemment la factualité, enfin, qui est transformation des systèmes éducatifs ou des usages de l'écrit. Voilà, je ne discute pas du tout de ça. Mais le point qui me paraît important, c'est la diffusion de ces révolutions en ce qu'elles construisent le sujet responsable individuellement de la pastorale chrétienne et anticipent ainsi le sujet politique moderne. Alors j'ai de nouveau une interrogation empiriste à ce sujet, qui est la même. Comment mesure-t-on la généralité de l'acceptation ? Comment mesure-t-on la diffusion du consentement dans les sources que vous avez utilisées ? Les sources existantes, hein, j'imagine bien que vous avez utilisé toutes les sources existantes. Le juste, dites-vous, est là central. Ce que l'individu reconnaît comme juste s'impose à lui comme une loi intérieure. C'est une citation. Alors évidemment, l'enjeu du consentement pour moi, c'est de savoir si le juste est une catégorie de la justification de l'action ou si c'est une catégorie de la croyance. J'ai un arrière-plan pragmatique en tête.
avec l'idée qu'on peut distinguer des registres d'action ou d'énonciation, et qu'une telle thèse, allant dans la direction de l'intériorisation, donne un poids causal extraordinairement déterminant à l'idéal, et limite du coup un peu trop sévèrement la possibilité de contradiction entre systèmes de référence, la possibilité de mauvaise foi, la possibilité d'inconscient rigolard, etc., etc. Ces cheminements, écrivez-vous, au plus profond des cœurs et des consciences, ne se découvrent pas aisément. Ça me paraît en effet une leçon empirique extraordinairement juste, mais du coup, jusqu'à quel point peut-on tenir l'idée d'une contrainte intériorisée? Jusqu'à quel point peut-on affirmer empiriquement la thèse du consentement? Votre présentation m'a encore plus plongé dans la perplexité à partir des références non occidentales que vous avez mentionnées. C'est-à-dire, si le modèle de l'Iran communiste ou de la Russie sont les modèles non occidentaux de l'État moderne, je me demande ce que signifie consentir à Khomeini ou à Poutine. Je me demande ce que ça veut dire qu'une tyrannie consentie. Vous avez utilisé les deux termes, ce sont des termes en tension, me semble-t-il. Du coup, la question du continuum culturel est centrale. Donc je reviens en Occident. Je vous cite: continuum culturel au niveau de l'ecclésia, des sphères de l'élite intellectuelle où se construit la nouvelle théologie, aux couches les plus humbles de la population laïque. L'affirmation d'un tel continuum culturel mérite un appareillage descriptif complexe. Comment le sait-on à nouveau? Alors, le cœur de l'analyse, c'est la pastorale, la pénitence et la confession. Mais sont-ils véritablement une preuve de l'intériorisation du consentement? Jusqu'à quel point le sait-on dans l'ensemble des couches sociales de la société? N'y a-t-il pas plusieurs façons de croire à l'enfer? N'y a-t-il pas plusieurs façons de participer à l'Eucharistie sans y croire ou en y croyant de manière diverse? Tout comme il y a plusieurs façons de croire à la sorcellerie, c'est une grande leçon de l'anthropologie sociale, d'Evans Pritchard à Bazin, à nouveau. Bref, si je reviens à l'évocation du cours de Michel Foucault que j'ai fait tout à l'heure, peut-on être médiéviste ou moderniste et faire une histoire par le bas? C'est un problème de source. Est-ce seulement un problème de source? Je ne sais pas. Mais que signifie ne pas le faire? L'histoire de l'État, écrivez-vous, n'a de sens que si elle s'abolit dans une histoire des pouvoirs. C'est une autre abolition. Peut-être est-ce la même que celle que mentionnait Bruno. Mais peut-on mener cette abolition de l'histoire de l'État pour passer à une histoire des pouvoirs sans un profond déplacement de perspective qui, certainement, donnerait à la question du consentement et à celle de la modernité une autre place, et peut-être mineure, que celle que vous leur accordez? Voilà.